Et avec nous pour ce club, que Mathieu Souquier pour le moment. Bonjour Mathieu, merci d'être avec nous. Essayiste, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Yves Tréhard va nous rejoindre dans quelques instants, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On va parler avec vous de la campagne des Européennes à moins d'un mois du scrutin. Gabriel Attal qui s'y multiplie pour soutenir Valérie Ayé et défendre le bilan d'Emmanuel Macron. Serait-ce suffisant pour attraper Jordan Bardella? On posera la question. Et puis Alex, la question israélo-palestinienne a fait débat dans la campagne ce week-end. Et oui, on verra aussi que le concours de l'Eurovision s'est invité dans cette campagne des Européennes, justement sur fond de conflits israélo-palestiniens. On en parle dans quelques instants. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. C'est l'heure de notre reportage en région, direction le Lot-et-Garonne. C'est là que le frelon asiatique a fait son apparition en 2004. Depuis, il s'est fortement développé. Ce frelon tue les abeilles. Pour freiner sa prolifération, le sénateur Michel Massé a fait voter un texte. Flora Sauvage s'est rendue dans le département. On regarde son reportage. Le frelon asiatique est devenu sa bête noire. Depuis l'arrivée du printemps, cet apiculteur du Lot-et-Garonne installe des pièges aux abords de ses ruches. Oui, il y en a 4-5 là. Bon, après, je l'ai mis il y a 2 semaines. Donc, on a eu des conditions météo très favorables au développement du frelon. La chaleur, des orages fréquemment, donc des apports en eau. Et du coup, ils se sont développés. Puis après, quand arrivé à l'automne où il y a moins de nectar, moins de pollen, ils sont servis dans les ruches. Depuis son apparition en France, dans le Lot-et-Garonne en 2004, le frelon asiatique ne cesse de gagner du terrain. Reconnaissable au segment jaune qu'il porte sur l'abdomen, cette espèce invasive décime les abeilles. Un frelon prélève 2 abeilles à la minute. Sur 1 heure, ça vous fait 20 abeilles. Sur la journée, un frelon vous a prélevé 200 abeilles. Donc, si vous avez une dizaine de frelons dans les alentours, vous avez 2000 abeilles qui sont prélevés tous les jours. En 2 semaines, vous avez une colonie d'abeilles qui s'écroule littéralement. À l'automne dernier, cet apiculteur a une mauvaise surprise. J'ouvre la ruche et là, au moment où j'envoie la fumée, des nuées de frelons qui sortaient. Enfin, clairement, les frelons avaient élu domicile dans la ruche et dans la ruche, il n'y avait plus rien. Je suis arrivé au mois d'octobre avec 50% du cheptel qui était par terre. C'est magnifique. Ouais, là, c'est... Ah non, mais les abeilles sont collées les unes sur les autres. Alors en fait, oui, c'est ça. En fait, elles sont collées. Elles sont en grappe. En fait. Pourquoi est-ce qu'elles quittent la ruche? Parce qu'il n'y a plus de place. Ça déborde sur population. Ah ouais, vous avez là aussi un problème de logement. Tu peux toucher. Oui, je vais les caresser. Non, tu peux, promets. Vas-y, doucement. Pour freiner la prolifération du frelon asiatique, le sénateur Michel Masset a fait voter une loi. Le texte prévoit d'obliger les particuliers à signaler les nids. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, lorsqu'il y a un nid, ou il y a un nid à proximité de chez vous, il y aura une déclaration à faire. Outre le recensement des nids, cette loi crée aussi un fonds d'indemnisation, car les dégâts provoqués par le frelon asiatique coûtent près de 12 millions d'euros par an. Et il n'y a pas d'assurance pour les apiculteurs. À partir de 50 ruches, tout cela sera financé par un fonds d'indemnisation alimenté par l'État, les collectivités et les professionnels. Le texte, voté à l'unanimité par le Sénat, doit désormais être adopté par les députés. 400 millions d'abeilles sont victimes chaque année du frelon asiatique. Et voilà pour ce reportage de Flora Sauvage dans le Lot-et-Garonne. Mais évidemment, beaucoup d'endroits en France sont concernés par cette prolifération du frelon asiatique. Yves nous a rejoint. Bonjour. Bonsoir. Yves, directeur adjoint. Il est encore tôt, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Vous tombez à pic puisqu'on va commencer notre page consacrée à la campagne des Européennes. Alex, c'est l'heure de votre journal de campagne. On est lundi et ce week-end avait lieu le concours de l'Eurovision, Alex. Et le conflit israélo-palestinien s'est invité dans ce concours qui a pris une tournure plus politique que jamais. Et il s'est invité dans la campagne des Européennes. Oui, la guerre entre Israël et le Hamas a résonné dans cette édition du concours de l'Eurovision organisé ce week-end à Malmö en Suède. Des milliers de personnes sur place ont manifesté contre la participation de la chanteuse représentant Israël alors que les bombardements à Gaza par l'armée israélienne ont fait pour le moment 35 000 morts.
on le rappelle, en majorité des civils. Alors dans ce contexte, la chanteuse israélienne Eden Golan, âgée de 20 ans, devait chanter une chanson en hommage aux victimes de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. Et pendant sa prestation, elle a été huée par une partie du public. Un incident qui a choqué certains candidats aux élections européennes. On va écouter Valérie Ayé, à la tête de liste Renaissance aux européennes. Je suis profondément choquée par ce qu'a subi cette chanteuse israélienne avant et pendant sa prestation. C'est terrible de l'avoir terminé sa prestation en pleurs et d'avoir été huée au début de sa prestation. C'est scandaleux. Et on voit bien, parce qu'elle est israélienne, elle subit un antisémitisme qui est à peine voilé aujourd'hui. Même réaction pour Marion Maréchal, la tête de liste Reconquête. J'ai trouvé ça évidemment extrêmement choquant de s'en prendre à cette jeune femme de 20 ans qui finalement venait chanter en hommage aux victimes du 7 octobre. Et je vois bien d'ailleurs, j'ai été interpellée par la présence de cette jeune Greta Thunberg, vous savez, qui était cette icône déifiée pendant un an. C'était une petite gamine manipulée qu'on retrouve en kéfier dans des manifestations qui, sous prétexte d'antisionisme, frôlent très régulièrement l'antisémitisme, parce que c'est ça la réalité. Voilà, donc Greta Thunberg, la suédoise militante écologiste qui était dans les cortèges contre la participation d'Israël à l'Eurovision. Alors, on a également eu une réaction plus mesurée de Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux Européennes. Et lui, en tout cas, il regrette la politisation de cet événement culturel, l'Eurovision. Il y a eu une politisation extrême de ce concours de l'Eurovision, pour ou contre. Y compris en France, donc. Y compris partout en France. Enfin, en France, ailleurs, en Europe. Et moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, si on veut faire pression sur le gouvernement Netanyahou, on a des moyens politiques de faire pression sur le gouvernement Netanyahou plutôt que de s'en prendre à une chanteuse. Et puis enfin, tout autre type de réaction, celle de la France Insoumise qui a appelé la semaine dernière à l'exclusion d'Israël de l'Eurovision. Écoutez, Manon Aubry, tête de liste LFI aux Européennes. Ce que l'on défend, c'est ni plus ni moins que la cohérence. En 2022, la Russie a été exclue, à juste titre à mon sens, parce que la Russie avait envahi l'Ukraine en violation du droit international. Israël commet à l'heure actuelle des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Je pense qu'il en va de la cohérence, sinon il y aurait un deux poids deux mesures qui est insupportable et on ne peut pas utiliser l'Eurovision comme une machine à blanchir des massacres qui sont actuellement commis par Israël. Là, il y a eu beaucoup de réactions, Alex, vous me les avez données, de candidats aux européennes. Mathieu, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé ce week-end et cette politisation extrême, finalement, de l'Eurovision et de ce que ça dit ? Alors encore une fois, que les grands événements sportifs ou culturels aient fait l'objet pas nécessairement d'instrumentalisation d'ailleurs, juste il y a des caisses de résonance, ces grands événements-là peuvent constituer des caisses de résonance pour des événements nationaux ou internationaux particuliers. Il se trouve qu'il y a une situation internationale particulière, il y a un martyr du peuple palestinien qu'aujourd'hui tout le monde peut constater depuis plusieurs mois, il y a manifestement une difficulté au plan international à faire évoluer la situation, et la mondialisation de l'information, c'est aussi une mondialisation des émotions. Et donc on a une opinion publique mondiale et des opinions publiques nationales qui disposent de plus en plus de moyens, d'opportunités de s'exprimer. Voilà. Donc il y a un événement qui a été utilisé, et effectivement quelques huées. Alors je ne reprendrai pas les termes de Valérie Ayé en disant que c'est scandaleux, que c'est peut-être regrettable, c'est assurément désagréable pour la jeune chanteuse israélienne que d'avoir été ainsi prise à partie. Bon, il s'agit de quelques huées, encore une fois, au moment d'un concert ou d'un événement culturel. Je pense que... Elle a été aussi sous très haute protection durant son séjour à Malmö. Oui, il y a eu des manifestations, vous avez raison, il y a eu des manifestations en amont en fait, de l'événement. J'ai appris à cette occasion, peut-être comme d'autres, qu'il y avait une très forte communauté palestinienne à Malmö, là où se tenait l'Eurovision en l'occurrence. Je ne suis pas sûr. Elle est restée dans son hôtel, elle a dû circuler avec des convois très sécurisés. Mais encore une fois, ça c'est pas la politisation en réalité, c'est une forme de radicalisation dans la politisation. Parce qu'à l'inverse, on ne peut pas d'un côté déplorer en fait une dépolitisation du monde, une dépolitisation de nos démocraties et même une désaffection pour la démocratie, et par ailleurs se plaindre que, y compris des grands sujets internationaux, que bien souvent on néglige d'ailleurs dans nos discussions de politique nationale, que des grands sujets internationaux en fait ne mobilisent des émotions, des convictions et des populations. C'est plutôt quelque chose de positif en réalité. Voilà, le problème c'est pas la politisation, encore une fois, c'est une forme de radicalisation dans la politisation qui fait qu'on a de plus en plus de mal à débattre sereinement et respectueusement. Et on va y revenir. Yves, sur la politisation, d'abord sur ce que dit Mathieu. Oui, c'est pas nouveau que le concours de l'Eurovision soit
le centre de discussions assez vives, politiques, et c'est vrai que maintenant, toutes les grandes manifestations internationales sont au centre de ça. Moi, effectivement, on peut comprendre ce qui s'est passé, mais ce que je comprends pas, c'est les propos de Manon Aubry. Je suis désolé, ça on peut pas laisser passer. Il n'y a pas deux poids deux mesures. Non, il n'y a pas deux poids deux mesures. Parce sur que ce parallèle entre la Russie et Israël. On oublie, ben oui, on oublie quoi? Le 7 octobre, précisément. Elle oublie. Son parti oublie. Et son parti oublie qu'il y a eu un massacre comme rarement il a existé le 7 octobre 2023. De façon absolument sauvage par un groupe qui s'appelle le Hamas, qui est un groupe terroriste. Et ça, il faut qu'elle le dise. L'Ukraine n'a pas agressé la Russie avant que la Russie l'envahisse. Non, il n'y a pas... C'est pas deux poids, deux mesures. C'est radicalement différent. Et tant qu'elle ne le dira pas, tant que son parti ne le dira pas, son parti est exposé à ce qu'on peut appeler un antisémitisme d'atmosphère. C'est tout. Mathieu. Là, encore une fois, je pense quand même qu'il faut raison garder. C'est pas parce qu'une chanteuse israélienne se fait huer au moment de l'Eurovision que c'est l'indice... Je parle des propos de Manon Aubry, je ne parle pas de la chanteuse israélienne. D'un antisémitisme galopant. Non, mais en l'occurrence, c'est ce que disait Valérie Ayé explicitement, en fait. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Il y a une autre différence, c'est le fait que, précisément, la situation dure. Alors, la guerre en Ukraine dure depuis 2 ans et demi désormais. La situation au Proche-Orient dure depuis précisément le 7 octobre. Or, depuis le 7 octobre, au-delà des condamnations de l'événement dramatique du 7 octobre... Qui n'ont pas été faits. Comment? Qui n'ont pas été faits. Sans doute que tout le monde ne l'a pas fait, ou peut-être pas au bon niveau. Non, on ne fait pas de périphrase. Il y a eu un massacre le 7 octobre 2023. On le condamne ou on ne le condamne pas? Mais je ne suis pas... Et on condamne le mouvement qui l'a fait. Qui l'a fait avec un mode opératoire terroriste. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup de gens, en fait, contestent précisément ce que vous dites. Si, le sujet, il est là. C'est pour ça que c'est important d'avoir les mots. C'est que beaucoup essayent de contourner cette accusation, de contourner cette condamnation, pardon. Et la condamnation, c'est que le 7 octobre, il y a eu un acte terroriste de masse. Je ne l'ai jamais entendu dans la tête, dans la bouche de la France insoumise. Jamais. Non, jamais. Manon Aubry l'a dit. Jamais. Et jamais il y a eu une condamnation du Hamas comme étant un mouvement terroriste. L'élément n'en demeure pas moins. Oui, effectivement, pas tout le monde à la France insoumise. Pas tout le monde, mais beaucoup. Mais beaucoup ont parlé d'un mouvement terroriste. Et c'est pas deux poids, deux mesures. Et Manon Aubry condamne ce qui s'est passé. C'est pas deux poids, deux mesures. On ne peut pas comparer ce qui se passe en Ukraine avec la Russie et ce qui s'est passé à Gaza avec Israël. C'est pas possible. En tout état de cause, on a un martyr palestinien qui, aujourd'hui, 6 mois après, ou je sais pas combien, 7 mois après, demeure, avec une incapacité internationale à faire évoluer la situation, et une situation qui est le fait, là pour le coup, contrairement à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, qui est le fait d'une démocratie. C'est ça aussi qui trouble l'opinion, c'est-à-dire que les démocraties ne parviennent pas à stopper l'action d'une démocratie qui se met progressivement en marge du droit international. Et indépendamment, je pense, de la façon dont certains peut-être ont joué d'ambiguïté s'agissant du 7 octobre, on peut aujourd'hui tous se mobiliser pour que ce martyre auquel nous assistons, impuissant en fait, cesse le plus vite possible. C'est pour ça qu'il faut mettre des mots. Ouais, Yves a parlé d'antisémitisme d'atmosphère. Vous parleriez de ça, pardon, Mathieu, ou pas? Alors, il y a un regain de l'antisémitisme. Il y a encore une fois une actualité internationale qui a toujours, dans certaines démocraties, pu avoir des répercussions. Enfin, je veux dire, il y a un regain d'antisémitisme aujourd'hui, tel que documenté d'ailleurs par les services du ministère de l'Intérieur. Ce regain-là, en tout cas, l'augmentation des actes avait déjà été constatée au début des années 2000, au moment de l'intifada. Il y a toujours en fait des répercussions dans un certain nombre de pays. Et effectivement, il faut se méfier de l'antisémitisme, car on l'a déjà dit, il y a un vieil antisémitisme d'extrême droite, qui s'est encore exprimé d'ailleurs ce week-end, et puis il y a un nouvel antisémitisme qui émane de certains quartiers ou de certaines communautés, qui est venu s'ajouter au second. Donc il y a un antisémitisme d'atmosphère. Il y a un antisémitisme de gauche. Il faut mettre les mots sur... Il faut mettre... Pas de périphrase. Mais il n'y a pas de périphrase. Il faut mettre les mots. Il n'y a pas d'antisémitisme de quartier. Il y a un antisémitisme de gauche qui est instrumentalisé, qui est diffusé,
qui fait partie d'une rhétorique très précise, et il faut le dire. Alors, Yves Tréhard, tout de même, je ne nie pas que, y compris dans l'histoire, y compris au 19e siècle, des figures de la gauche... Non, aujourd'hui. Oui, Blanqui, je sais, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses. Dans l'histoire... Et quand on ne dit pas les choses, on ajoute au malheur du monde, comme je disait... termine, cher Yves Tréhard, je ne nie pas que dans l'histoire, des personnalités de gauche, et puis au-delà même de l'ambiguïté, avoir des actes ou des C'est de la périphrase encore, ça. Non, c'est pas de la périphrase. C'est aujourd'hui. C'est pas de la périphrase. C'est pas de la périphrase. Aujourd'hui, dites-vous qu'il y a un antisémitisme de gauche. Il y a toujours eu des gens qui, y compris à gauche... Vous vous cachez derrière les mots. Non, pas du tout. Et donc ça existe aussi aujourd'hui. Je constate, pardon, que en matière de condamnation par la justice de ce pays pour propos antisémites, c'est Éric Zemmour, c'est Jean-Marie Le Pen. Okay, c'est pas la gauche qui se fait condamner pour antisémitisme, pardon. Non, pardon. Éric Zemmour pour antisémitisme, c'est plutôt marrant. C'est en tout cas étonnamment Éric Zemmour qui a tenté de réhabiliter le maréchal Pétain pendant la campagne présidentielle. Ça a quand même pris une tournure politique. Mais en tout cas, Éric Zemmour, qui a écrit pendant très longtemps dans les colonnes du Figaro, a déjà été condamné à plusieurs reprises par la justice de son pays pour ce genre. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'Éric Zemmour ni de la droite là. Non, et ça a pris une tournure politique. On va voir quelques tweets qui ont été envoyés samedi soir pendant le concours de l'Eurovision par des politiques, que ce soit de la majorité présidentielle ou de la droite ou de l'extrême droite. Il y a notamment ces tweets de Yael Braun-Pivet, de Nadine Morano. Est-ce que vous comprenez, Yves, que ça ait pris une tournure politique de telle sorte? C'est des tweets de soutien de personnalités qui disent j'ai jamais voté à l'Eurovision, mais là je vais voter pour Israël. L'Eurovision, oui, mais c'est pas nouveau, encore une fois. Hein, ça est arrivé plusieurs fois. Il y a eu aussi... L'Eurovision a soulevé des problèmes de société sur les transgenres. Enfin, on a connu ces sujets-là. Et à chaque fois, l'Eurovision... Et d'ailleurs, il y a un débat qui est posé depuis très longtemps. Pourquoi Israël? Pourquoi l'Arménie? Pourquoi certains pays qui ne sont pas géographiquement dans l'Europe participent au concours de l'Eurovision? Il y a toujours eu un débat là-dessus. Ce qui est nouveau, encore une fois, que la politique s'invite dans ce type d'événement, c'est pas du tout nouveau. Yves a raison. Ce qui est nouveau, c'est que des députés ou des personnalités politiques, en direct pendant le scrutin... c'est déjà arrivé aussi. Ça me paraît plus inhabituel et bon, ça me paraît plus discutable. Oui, c'est vrai qu'il y a des tweets de soutien à la France. Habituellement, là, il y avait la présidente de l'Assemblée nationale nous explique pour qui il faut voter à l'Eurovision, me paraît quand même relativement nouveau. Et la question qui s'invite dans la campagne, Alex, on va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. Ça s'est passé du côté de Sciences Po. C'était un échange assez tendu entre le candidat des Républicains, François-Xavier Bellamy, et le député LFI, Louis Boyard. Effectivement, François-Xavier Bellamy s'est fait remarquer la semaine dernière en allant devant Sciences Po Paris, rencontrer les étudiants pro-palestiniens qui manifestaient devant l'établissement, et François-Xavier Bellamy voulait dénoncer d'une part le blocage selon lui de Sciences Po, l'instrumentalisation de ce mouvement par la France Insoumise, et cela tombe bien puisqu'elle a rencontré sur place le député insoumis Louis Boyard, et cela a donné lieu à un vif échange. Aujourd'hui, à Gaza, il y a un drame humain absolu qui est causé d'abord et avant tout par le Hamas. Et ceux qui ne sont pas capables de dire ça c'est pas le Hamas qui balance des bombes. Et en fait, on n'en est même pas là. La question, ça fait 75 ans. Je vais vous dire quelque chose de très clair. J'ai vu les mêmes choses que vous le 7 octobre. C'était horrible. J'ai été dégoûté, j'ai été horrifié, et ça marquera ma génération pour des décennies. Et quand je vois les images de ces enfants qui sont amputés à vif à Gaza, de ces médicaments qui peuvent pas rentrer. Monsieur, je suis capable d'émotion dans ça aussi. Et vous êtes incapable d'émotion pour parler de ce qui est en train de se passer à Gaza et à Rafah. Ces étudiants sont en train de vous mettre sous les yeux un génocide et vous venez parler de vous. Qu'est-ce que ça dit, cet échange assez vif entre Louis Boyard et François-Xavier Bellamy? Bellamy est à la tête d'une liste, c'est lui qui conduit cette liste. Il s'est dit qu'il y avait le moyen, là, peut-être de se distinguer en allant là-bas. Et puis, il y a quand même de la sincérité du propos. Enfin, ça, je ne le conteste pas. Et il a raison dans ce qu'il dit. La preuve, c'est que Louis Boyard n'a rien à dire et qu'il bredouille, qu'il n'a absolument rien à dire en face de lui. Et je crois que François-Xavier Bellamy, qu'il a fait le job, ce que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur aurait dû faire depuis le premier jour, eh bien, c'est lui qui le fait. Et donc, je ne sais pas s'il en tirera les gains électoraux, parce qu'il est dans une situation qui est aussi quand même assez difficile. Mais en tous les cas, il a complètement raison. Il était tout à fait dans son rôle en procédant ainsi.
Il était dans son rôle pour vous, Mathieu ? Bon, il est en campagne, oui, incontestablement. Ensuite, c'est la façon dont ça se passe. C'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment que Twitter, ou X, comme on dit aujourd'hui, s'invite de plus en plus dans le réel. Encore une fois, moi, je suis frappé, moi qui suis comme beaucoup d'autres, qui suit ça, qui participe peu, mais qui regarde ça, parce que c'est évidemment un moyen d'information comme un autre, et même un moyen d'information précieux. Je suis frappé de voir comment un certain nombre de personnalités, politiques, intellectuelles, etc., peuvent se laisser aller sur Twitter, en fait. Ça n'est pas un espace de débat. Ça n'est plus un espace de débat. Au contraire, c'est un espace d'invective. Et je trouve que de plus en plus, en fait, le débat physique, alors on le voit à l'Assemblée nationale incontestablement, en fait, depuis 2022, le débat physique lui-même, en fait, désormais est détourné. Or, la France, encore une fois, c'est pas Twitter. Et les Français, dans les enquêtes d'opinion, en fait, apprécient assez peu. Oui, mais Mathieu, ce qui était bien, justement, c'est que là, on n'est pas dans Twitter. On est dans la vraie vie. Oui, sauf que... Non, l'invective... Et si certains considèrent qu'il y a eu invective ou qu'il y a eu débat, le débat, il n'a pas eu lieu précisément sur Twitter. Rien à voir. Il a eu lieu rue Saint-Guillaume. Il a eu lieu là où la manifestation a eu lieu. Je suis pas sûr qu'on puisse... Et l'intérêt, c'est les deux débatteurs. C'est pas le reste. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on ait assisté à un débat construit, mesuré, respectueux. Ah si, c'était respectueux. Il fait des images. Taper dessus. Non, il y a un candidat à l'élection qui est venu dire ce qu'il pensait de la situation, condamner une occupation de voie publique, et face à lui, il y avait quelqu'un qui l'accusait de ne pas reconnaître un génocide et tout ça. Il y a un vrai débat qui n'est pas sur Twitter, qui est dans la vraie vie. Puis le débat porté sur ce qui se passe à Gaza, autant Yves pointait le curseur sur la qualification de l'attentat terroriste du 7 octobre par le Hamas, avec certaines ambiguïtés de la France insoumise. Là, le débat portait sur ce qui se passe à Gaza, avec un candidat de droite qui estime que c'est le Hamas qui est seul responsable des 35 000 morts, en majorité des civils, à Gaza, et de l'autre, la France insoumise, qui va jusqu'à parler de génocide pour ces bombardements de l'armée israélienne. Il y a peut-être de la nuance à apporter dans la qualification de ces faits à Gaza. Un dernier mot là-dessus ? Non, si vous voulez, je trouve que autant on peut condamner parfois certains... Moi, je trouve que ce débat a été intéressant. Il était intéressant. Et il n'était pas violent. Ces deux hommes politiques qui se retrouvent face à face et qui discutent. Bon, il y a un peu une part d'opportunisme électoral, il ne faut pas le nier, évidemment, et d'un côté et de l'autre. Mais bon, c'est comme ça. On va continuer à parler de cette campagne des Européennes et Gabriel Attal qui est à l'offensive, le Premier ministre sur tous les fronts pour soutenir Valérie Yeye et défendre le bilan d'Emmanuel Macron. On regarde les derniers jours de campagne de Gabriel Attal avec Jonathan Dupriez. Qu'est-ce qu'il faut faire le 9 juin ? Votez pour Valérie Yeye. Voilà. Plus de temps à perdre pour le Premier ministre. À un mois des Européennes, Gabriel Attal est plus que jamais en campagne, quitte à saturer l'espace médiatique. Hier, le JDD a fait sa une sur le locataire de Matignon, montrant un Premier ministre au front pour soutenir Valérie Yeye, candidate macroniste dont la campagne ne parvient pas à décoller. L'ensemble des composantes de la majorité présidentielle. Mais à ce stade, rien d'alarmant, à en croire le Premier ministre. Les Français n'y sont pas du tout. Après une ou deux questions sur la campagne, tous m'interrogent sur leur quotidien, l'école, l'insécurité. C'était la même chose en 2019. Tout s'est joué dans les 3 dernières semaines. Au passage, Gabriel Attal profite de cette tribune médiatique du week-end pour dévoiler des mesures sur l'autorité, l'école ou le travail. Message à peine voilé à l'électorat de droite et d'extrême droite, alors que la liste RN conduite par Jordan Bardella caracole en tête des sondages. Si le Rassemblement national est la principale cible du Premier ministre en campagne, un autre adversaire se dresse sur sa route, Raphaël Glucksmann. Le candidat socialiste talonne Valérie Yeye. En déplacement sur le thème de l'industrie, Gabriel Attal a donc tenté de se défaire de l'étau RN-PS. On a le sentiment que d'un côté, côté NUPES, on a l'idée d'une forme d'effacement de notre industrie. Et on a vu ici que des projets industriels ont été bloqués par des mobilisations de la NUPES. Et de l'autre côté, avec le Rassemblement national, le risque d'un effondrement de notre économie. Parce que sortir de l'Union européenne, sortir du marché commun, c'est des perspectives en moins pour nos entreprises. Donc moins de commerce, moins de création de richesses et moins d'emplois. Et la campagne menée par Gabriel Attal promet de monter en intensité jusqu'au 23 mai, date de son débat télévisé avec Jordan Bardella. Exaspéré par ce qu'il nomme un faux duel, Raphaël Glucksmann voudrait lui aussi avoir voix au chapitre. Est-ce que vous trouvez normal que notre liste
qui est à touche-touche, selon tous les sondages, avec la liste des macronistes de Valérie Hayé, eh bien, soit exclu de ce débat. Moi, je vous dis, le service public, c'est le service du public. Ce n'est pas le service du gouvernement. Conformément au souhait d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal se démultiplie sur le terrain et sera en meeting ce soir à Lyon auprès de Valérie Hayé. À ce stade, difficile de savoir si la popularité du jeune Premier ministre suffira à éviter au camp macroniste une déroute électorale le 9 juin prochain. Et je vous pose la question, Mathieu Yves, est-ce que la démultiplication de Gabriel Attal et ses offensives et le fait qu'il essaye de sortir la liste de la majorité de cet étau entre le RN et le PS, est-ce que ça peut être payant électoralement ? Le succès de Jordan Bardella à ce stade, enfin de l'extrême droite en général pour ce qui est de ce scrutin, est d'avoir réussi à le nationaliser, à l'avoir transformé en référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Et je crains précisément que la mobilisation du Premier ministre, qu'on identifie assez peu sur les enjeux internationaux en général et sur les enjeux européens en particulier, que la mobilisation du Premier ministre, et y compris sa mobilisation dans un débat avec Jordan Bardella la semaine prochaine sur le service public, en fait, aide la majorité à sortir de cela. Valérie Hayé avait été choisi, alors manifestement après quelques tentatives auprès de certains messieurs, mais avait quand même été choisi pour sa connaissance et sa compétence au Parlement européen et sa légitimité à porter un certain nombre de combats européens. Or, depuis qu'elle a été désignée tête de liste, on ne parvient pas ou on parvient peu à parler d'Europe. Et c'est précisément une partie de son handicap. Et j'ajoute même que depuis qu'elle a été désignée tête de liste, le gouvernement a fait un certain nombre d'annonces qui, à mon sens, ont plutôt desservi cette tête de liste que servi ses intérêts. Parce que quand vous dites que vous allez licencier les fonctionnaires, quand vous dites que vous allez réduire la dépense publique, quand vous dites que vous allez réduire les droits des chômeurs, a priori, vous inquiétez une partie de la population, ou même certaines catégories de la population, que vous détournez d'un vote en faveur de votre camp. Alors je ne dis pas qu'il faut être en permanence électoraliste, mais quand même, ce type d'annonce très impopulaire ou en tout état de cause anxiogène à quelques semaines d'un scrutin, ça ne peut que mettre votre camp politique en difficulté. Et donc la mobilisation de Gabriel Attal, et y compris les nouvelles annonces sur l'assurance chômage cette semaine, ne devrait pas, à mon sens, beaucoup aider Valérie Hayé. Et s'il s'agit de siphonner ce qu'il reste de voix chez François-Xavier Bellamy, j'observe que dans les sondages, il est assez bas. Donc la tactique, la stratégie électorale questionne un peu quand même. C'est pas la bonne stratégie ? Je pense que de toute manière, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Emmanuel Macron. Il peut faire ce qu'il veut. Autant, je pense que... d'ailleurs, Glucksmann a raison. Un débat entre Bardella et Attal peut être assez inquiétant pour Bardella. Parce qu'Attal est quand même un bon débatteur et maîtrise bien ses sujets, à mon avis beaucoup mieux que Bardella. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas pourquoi ils seraient que tous les deux alors qu'il y a plusieurs listes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... Et qu'Attal n'est pas candidat, c'est ce que dit aussi Raphaël Glucksmann. La deuxième des choses, c'est que le sujet, c'est, me semble-t-il, dans la tête des électeurs. C'est pas ni les européennes, ni Attal, ni... c'est Macron. Et que Macron, c'est un référendum pour ou anti-Macron. Ça, c'est le Rassemblement national qui a réussi à l'installer. Est-ce que c'est pas aussi entretenu par Emmanuel Macron qui a lancé l'idée d'un débat avec Marine Le Pen, ce que Marine Le Pen accepte, mais après les européennes, est-ce que lui-même n'en fait pas un référendum pour ou anti-Macron en lançant un tel débat? Oui, enfin, sauf qu'il est rentré assez tard en campagne, qu'il a fait un discours à la Sorbonne qui, à mon avis, était complètement hors des clous, très intéressant, mais qui n'avait aucun intérêt, à mon avis, électoralement, enfin, qui n'avait aucune portée électorale. On l'a vu dans les sondages, en tout cas. C'est-à-dire qu'elle a continué de perdre quelques points après le discours de la Sorbonne. Moi, je reste persuadé que ça reste... c'est Emmanuel Macron qui est au cœur du sujet. Et donc Attal, il peut faire ce qu'il veut. Et je suis d'accord avec Mathieu. En plus, il aborde des sujets qui sont des sujets qui pourraient aller mordre les mollets de François-Xavier Bellamy, mais François-Xavier Bellamy ne bouge pas alors que c'est Glucksmann qui monte. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très... Ça veut dire qu'il ne réussira pas à rattraper Jordan Bardella ? Ça vous paraît impossible ? Alors, le rattrapage de Jordan Bardella, je crains qu'effectivement, ce soit un doux rêve, ce qui est un vrai problème. C'est-à-dire que Jordan Bardella, les intentions de vote en sa faveur, plus celles en faveur de Marion Maréchal Le Pen, ça dit quand même que l'extrême droite est dans notre pays à un niveau totalement inédit. Donc non, à rattraper. En revanche, que Bardella finisse plus bas que ne le donne qu'au niveau où les sondages le donnent, et que la majorité arrive à mobiliser une partie de sa base électorale précisément, et à remonter légèrement, me paraît tout à fait envisageable. C'est-à-dire, pour le coup, un rétrécissement de l'écart ne me paraît pas totalement improbable. Mais je ne suis pas sûr qu'à ce stade, encore une fois, les initiatives prises par le gouvernement et les annonces faites par le gouvernement
aide encore une fois Valérie Ayé à ce stade, en tout cas, à ce stade. Et est-ce qu'elles peuvent également, ces initiatives sur l'assurance chômage notamment, peuvent renforcer un vote en faveur de Raphaël Glucksmann ? Oui, c'est ce qu'on peut se dire. J'en sais rien, on verra. Et pardon, mais même de Bardella. Hein. Enfin, en réalité, même Bardella, le vote des chômeurs pour l'extrême droite, désormais, il existe. C'est une réalité statistique non négligeable. Un discours social, le Rassemblement national, comme tous les mouvements populistes d'ailleurs. Mais non, je ne crois pas que ça puisse de toute manière faire les affaires de Mme Ayé. Ça va être très compliqué. Et Raphaël Glucksmann, je pense qu'il va s'employer à travailler ces dernières semaines, effectivement, ce que les courbes se croisent avec le camp de la majorité présidentielle. Je n'irai pas jusqu'à parler d'un discours social s'agissant de l'extrême droite, même si effectivement le fait que les catégories populaires se soient depuis déjà un certain temps en fait tournées vers l'extrême droite a conduit cette dernière à modifier son projet, son discours, etc. Je ne dirais pas pour autant... Marine Le Pen maintenant parle d'Europe sociale, hein. C'est ce dont elle a parlé dans son meeting. Tout à fait déjà, elle parle d'Europe, on ne parle plus de sortie de l'Europe, et désormais on met effectivement un peu de... Je ne dirais pas pour autant que l'extrême droite a mis du social dans son programme. En revanche, il y a effectivement une volonté d'avoir un État protecteur sur le régalien et un État protecteur aussi en matière sociale, adossé à la préférence nationale. Et donc précisément, tout ce qui donne à voir une forme de régression des services publics et une forme de régression des droits des plus faibles, aujourd'hui, en fait, ça alimente aussi une dynamique électorale en faveur de l'extrême droite. Ça n'était pas le cas pendant très longtemps. Elle a un programme économique qui n'est pas très loin de la France insoumise. Non, on ne peut pas dire ça. Non, Yves, on ne peut pas dire ça. Et puis d'ailleurs, Marine Le Pen, elle n'est pas d'extrême droite. Non, parce que ça, c'est aussi un mensonge de vocabulaire. Mais il faut arrêter, quoi. Elle est à droite de la droite, comme Mélenchon n'est pas d'extrême gauche, il est à la gauche de la gauche. Ou alors il est d'extrême gauche. Enfin, faut être. Non, mais réviser vos classiques, elle est tout à fait d'extrême droite. Il y a même pas de sujet là-dessus. Elle a un discours qui est très populiste sur le plan économique, qui est un discours qui est très socialiste, je dirais. Mais non, qui est un discours qui est proche vous entretenez une coupable confusion. Marine Le Pen n'a jamais parlé de réduction des inégalités. Marine Le Pen ne parle jamais du partage. Non, soyons sérieux. Marine Le Pen n'a jamais parlé du partage de la valeur. Marine Le Pen n'a jamais proposé que les salaires augmentent dans ce pays. De la valeur, non, mais on peut être contre la France insoumise. Elle veut la retraite à 60 ans. Elle veut l'augmentation. Et c'est tout à fait récent. Et c'est tout à fait récent. C'est pas récent. Mais c'est une réalité. C'est une réalité qui a au moins 6 ans. Vous avez tout à fait le droit d'être contre le programme de la France insoumise, mais ne dites pas quand même que le programme de la France insoumise rejoint celui de Marine Le Pen. Mais non, un peu de rigueur. Mais non. Ah bah non. Alors là, la rigueur. Non. On va pas vous mettre d'accord là-dessus. Vous redébattrez évidemment de cette campagne des européennes. On va reparler de Gabriel Attal puisqu'il est à la une de certains quotidiens de la presse régionale. Gabriel Attal a donné une interview aux journaux du groupe Centre-France. Oui, puisque le Premier ministre continue sa campagne des européennes. Il est aujourd'hui en déplacement, aujourd'hui et demain, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il essaye de relancer la campagne de la majorité présidentielle et il donne aujourd'hui une interview aux journaux du groupe Centre-France. Gabriel Attal qui relativise les mauvais sondages de la liste de Valérie Ayé. Selon lui, je le cite, les Français ne sont pas encore rentrés dans cette campagne des européennes. Le Premier ministre ne se prive pas d'attaquer le Rassemblement national en tête des sondages. La question dans l'isoloir le 9 juin sera la sortie ou non de l'Union européenne. Un duel installé avec le RN et bientôt un débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Ce sera le 23 mai. Alors Gabriel Attal aurait préféré un débat avec Marine Le Pen, mais selon lui, elle a peur du débat et une fois encore, Marine Le Pen a choisi la fuite. À la une de La Voix du Nord, les travailleurs du secteur médico-social en quête de reconnaissance, ils sont dans la rue. Et oui, ce secteur médico-social représente 110 000 emplois dans les Hauts-de-France, avec des professionnels engagés auprès des personnes fragiles, comme les éducateurs spécialisés aux côtés des travailleurs handicapés, les aides-soignants dans les EHPAD, les aides à domicile. Et ces professionnels se mobilisent demain pour demander plus de moyens et une meilleure reconnaissance. Un directeur d'EHPAD de la région témoigne dans La Voix du Nord, je le cite, « Nous avons de moins en moins de moyens humains et budgétaires pour assurer des soins de qualité. »
Il y a beaucoup de sport à la une de la presse régionale aujourd'hui. On commence par la Flamme olympique. Alex qui poursuit son parcours. Hier, elle était dans les Bouches-du-Rhône. Effectivement, la Flamme est passée par les villes d'Aix, d'Istres, d'Arles, de Port-Saint-Louis ou encore de Cassis. Au total, 150 000 Provençaux étaient au rendez-vous hier pour accueillir la Flamme olympique. À Arles, par exemple, c'est l'ancien joueur de l'équipe de France de football, Djibril Cissé, qui s'est transformé en DJ pour accueillir la Flamme en musique. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille aussi, Ariane. C'est vrai. Et puis, les habitants, les touristes, les élus et les associatifs étaient présents, mobilisés. Donc on sent qu'il y a un véritable engouement populaire. Aujourd'hui, la Flamme olympique arrive dans les départements de l'Hérault et de l'Aveyron. Et c'est forcément à la une du journal Le Midi Libre. Le Midi Libre qui propose donc 6 pages spéciales avec le guide, le parcours de cette Flamme olympique. Et demain, elle sera en Corse. On suivra ça. On finit par du foot. Il y a beaucoup de foot également à la une de la presse régionale. Puisqu'hier, c'était l'avant-dernière journée de championnat de Ligue 1. Et oui, et l'Olympique de Marseille, les Marseillais toujours vivants pour une qualification en Coupe d'Europe après leur victoire 3-1 contre Lorient. C'est à la une de la Provence. Le Clermont Foot va descendre en Ligue 2. Voilà, c'est fini. Titre le journal La Montagne après la défaite de Clermont contre Lyon 1-0. Presse Océan fait sa une sur le FC Nantes qui est maintenu malgré sa défaite contre Lille 2-1. Et puis le FC Metz va trembler jusqu'au bout pour assurer son maintien. C'est à la une du Républicain Lorrain. On finit par la Dépêche du Midi qui titre sur les victoires des deux équipes toulousaines contre Paris. Paris gagné d'abord en foot puisque Toulouse a battu le Paris Saint-Germain 3-1 pour le dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes. Et puis en rugby, le Stade Toulousain l'a emporté largement 49-18 contre le Stade Français. Donc le Stade Toulousain qui est toujours en lice pour conserver son bouclier de Brennus. Et voilà, bravo Toulouse. Merci Alex, merci beaucoup, à demain. À demain. Yves, on regarde la une du Figaro. L'État guichet en France, un modèle à bout de souffle. Oui, c'est une étude qui a été conduite par l'IFOP et Jérôme Fourquet, le politologue bien connu, et qui montre qu'effectivement l'État mama, d'une certaine façon, dépense de plus en plus. Ça, c'est la première chose. Donc on est passé d'une France industrielle à une France de la consommation. Et c'est à lire aujourd'hui dans le Figaro. Merci beaucoup Yves Tréhard, merci beaucoup Mathieu Souquier d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public et nous on se retrouve demain. Très bonne journée.